Le sujet, comme déjà vous savez, c'était le sujet enracinement. Dans la culture tsikhamène, c'est une phase vraiment importante. Donc, on va essayer de donner des conseils pour réussir cette étape si importante. Voilà. On va commencer pour simplement vous dérouler les sommaires, et les sujets et tous les chapitres qu'on va essayer d'aborder. Et on va les aborder par ordre d'actuation. C'est-à-dire que l'importance de ces éléments, ils sont quand même rangés pour arriver à suivre et agir sur la culture. On va d'abord faire une petite introduction avec des questions et réponses, avec des questions que normalement les horticulteurs ils peuvent se poser et voir pourquoi l'importance de ces stades. Ensuite, on va parler de jeunes plants, la qualité, la mise en pot, la durée de cette étape et aussi le rapport entre le pot et la motte, dans l'autre sens, la motte et le pot. Ensuite, on va passer à donner des coordonnées simples, faciles, climatiques, conduite de la DT, un concept de moyenne quotidienne de température, et quels sont les équilibres entre la lumière et la température. Ensuite, toujours avec le même ordre d'importance, l'arrosage, sa conduite, quel type de substrat, comment réagir, comment agir sur les différents types de substrats, et aussi l'environnement de la culture qui peut changer carrément l'actuation de l'arrosage. Ensuite, le dernier des chapitres, probablement aussi un chapitre important, c'est les engrais, sa conduite, comment les doser, et aussi comment les monitoriser, comment surveiller la fertile sur cette période. Et pour finir, avec moins d'importance, on va parler tout légèrement, en passant vite, par rapport aux navigants. Voilà. Ceci dit, on va passer à tout simplement à vous afficher trois diapos avec des questions qu'on se pose toujours. Pourquoi cette étape est-elle si importante? Bon, bref, pour nous, c'est une phase clé pour permettre un support d'eau et nutriments jusqu'à le stade de floraison et même au-delà de la phase de floraison. C'est-à-dire que par rapport à les professionnels, par rapport même aux consommateurs, d'arriver à la fin, au bout de la culture avec une qualité de racine importante, c'est lié à la durée et à la tenue du produit. Suite à ça, vous savez que toute la culture cyclamène, elle se déroule tout au long de l'été et de l'automne, c'est-à-dire avec des moments de stress importants avec des températures élevées. Donc, sans un appareil racinaire important, ces périodes de chaleur et de stress, s'il n'y a pas un système racinaire bien établi, la transpiration n'est pas possible. Donc, la température du feuillage il commence à monter. Il y a un stress et bon, après, il y a des pertes de racines, carences, maladies. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours surveiller et protéger les racines. La diapo suivante. Pourquoi l'enracinement est-il si long et si lent? En fait, le cyclamen, dans son origine du Proche-Orient, comme tout le monde sait, cyclamen persicum, dans les zones comme la Turquie, Israël, Syrie, Jordanie, Grèce. Le cyclamen, dans sa nature, il est complètement en repos. Il est en phase complètement de dormance. Donc, en fait, nous, en tant qu'horticulteurs, on essaye de réveiller la plante et aller carrément contre sa nature. Une condition de dormance qui est toujours un état de réveil et qui fait que c'est si difficile et donner toutes les conditions nécessaires pour avoir la plante en activité. Voilà pourquoi la prochaine diapo, à nous d'agir sur cette action horticole, on peut dire, avec ces bilans température ombrage, avec une stratégie d'arrosage précise
au maximum si possible, pour homogénéiser aussi au maximum la culture. Et ensuite, une stratégie toujours liée à l'arrosage et aux températures. Euh, une stratégie de fertile avec une charge précise aussi, comme l'arrosage, dans les substrats. Et pourquoi pas toujours faire le bilan entre les trois stratégies à la fois. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est par rapport à l'introduction de ce sujet. Ensuite, on va passer à la phase de vérification du produit de jeune plan. Vérifier auprès de votre fournisseur la qualité de jeune plan. Bah, là, normalement, un coup d'œil pour voir la couleur des feuilles, ça c'est quelque chose typique, habituel. Voir si le bulbe il est bien brun, s'il est bien firme, et les racines, il y a une quantité de racines minimales qui peuvent envelopper les mottes de vos plants. Suite à ça, typiquement, vérifier l'humidité des plaques, c'est aussi quelque chose qu'il faut toujours vérifier, et mettre un arrosage, un système d'arrosage comme les barres d'arrosage, qui peuvent vraiment donner le taux d'humidité nécessaire. Si vous n'avez pas une rampe d'arrosage, essayez de trouver les pommes classiques d'arrosage, mais rassurez bien que tous les bords, où ce sont des zones qui sèchent tout d'abord les plaques et qu'il n'y a pas des problèmes de blessure des racines. Suite à ça, bon, ce sont des conseils, je pense qu'il faut toujours donner. Vérifier qu'ils ne sont pas en soleil direct. Éviter surtout des flétrissements de plaques, notamment dans les bords, comme j'ai dit tout à l'heure. Utiliser de l'eau claire sans engrais. Parfois, dans les serres, dans les tuyaux, il peuvent rester des traces d'engrais ou d'acide. Donc, surveillez ça parce que j'ai déjà vu quelques accidents, donc ça arrive. Et aussi important, comme il y a affiché dans la photo, essayez d'isoler les plaques d'une surface qui a été cultivée et que probablement il est infecté d'autres maladies de la culture précédente. Dans ces cas-là, c'est des plaques qui peuvent s'empiler ou sur des tablettes ouvertes et des matériels toujours propres. Hein. Parfois, les infections ils peuvent se déclencher quelques semaines après. Donc, faites attention à ça. Par rapport à la mise en pot, par rapport au rempotage, le conseil, c'est de rempoter le plus tôt possible, d'accord, à l'arrivée de jeunes plants. Il y a des plaques d'extraction pour éviter d'endommager, d'abîmer les fragiles racines dans les mottes. Et le conseil classique, essayer de garder la hauteur du bulbe, moitié du bulbe enterré, l'autre moitié découvert. Et pour une question très très simple, c'est de faciliter que la lumière rentre bien dans la surface du bulbe. Et si vous ne l'enterrez pas assez, parfois le plant il peut bouger, même la plante, jusqu'à la fin de la culture. Ça, c'est une situation qui est parfois fréquente et que fait que les pivots qui sortent du bulbe, au lieu d'être nombreux, ils ne sont pas assez nombreux et la plante elle sèche et inestable toute la culture. Voilà. Finalement, encore dans le sujet jeune plant, si parfois c'est impossible de mettre en place sur des tablettes propres, si c'est impossible de protéger dans une zone ombrée, etc., et vous êtes pressé, et vous avez un frigo, et c'est une option parce que le jeune plant il arrive vendredi, et vous n'êtes pas prêt pour le rempoter, il y a toujours l'option d'un frigo entre 5 et 10 degrés pendant max 5, 6, 7 jours. Et attention à ça parce que selon les températures et la durée, le décollage suite au rempotage peut quand même avoir un petit stress. Ceci dit, un petit conseil, c'est de sortir les plaques la nuit précédente afin de donner au plant le temps de s'acclimater
et éviter aucun stress lors du repotage. OK. Euh, euh, dans cette phase-là, il y a la question des arrosages. Le premier des arrosages, il est vraiment important. C'est tellement important que si c'est un peu plus profond que d'habitude, c'est pas grave. Parce que suite au rempotage, ça dépend de quel taux d'humidité du substrat lors du rempotage, c'est parfois assez sec. Donc, soyez généreux lors de l'arrosage afin d'éviter aucun foyer de substrat trop sec, qui après va rester toujours sec et qui va éviter le déroulement de l'enracinement. Voilà, je parlais du rapport peau taille de motte. En fait, euh, la surface des peaux, c'est une zone où la température et l'humidité, elle a de fortes variations. Donc, la petite motte, elle est très, très vulnérable. Donc, essayez de garder ces rapports entre taille de peau et taille de motte. D'accord? Vous avez un tableau simple avec les tailles de peau, avec les tailles de motte aussi. Et tout au bout de la table, vous avez le temps d'enracinement par taille de peau. Donc, cette période d'enracinement peut varier entre 4 et 8 semaines. Et la question importante, c'est de ne pas prendre une partie de l'enracinement à la phase de croissance et de floraison. Parce que sinon, vos objectifs de taille de plante peuvent être difficiles à gérer. Donc, essayez de rester avec ces délais de temps qu'on vous donne comme conseil. Voilà, on passe à la phase climatique, une phase aussi vraiment importante. On parle de température, tout simplement et directement. On parle de température moyenne. La palette de variétés, l'offre génétique normale, elle est assez large. Donc, j'ai essayé de donner un seuil de température, 20, 22 degrés, ça serait l'idéal. Je sais que l'idéal, parfois, c'est difficile de gérer, mais admettons qu'une variété vigoureuse comme l'Arios Curly, évidemment, il va s'adapter mieux à 18 qu'à 22, par exemple, donc il n'y aurait pas un souci. Toutes les grosses variétés avec des températures de 18, comme une fourchette et limite des températures, il n'y aurait pas de souci. Et par contre, dans l'autre sens, les variétés précoces, compactes, qui fleurissent bien pendant les périodes d'été, automne, ils peuvent même avoir besoin de températures supérieures à 22, même 23, 24, 25, sans souci. Ce sont des variétés qui sont adaptées à température élevée. Donc, voilà. Après, la question, c'est quand on a des températures vraiment supérieures à 25, c'est qui nous arrive souvent chez nous, pendant les mois de juillet-août, chez Morel. Souvent, et c'est le sujet qu'on va voir ensuite, c'est des plantes qui peuvent développer un feuillage énorme, mais les racines ne vont pas avec. Donc, on est obligé de desserrer la culture et les racines, ils ne sont pas encore présentes. Et c'est là où on a vraiment de problèmes. Hein, parce que le desserrage, il doit se faire avec une quantité minimale des racines pour pouvoir arroser et fertiliser. Voilà. Diapo suivante. Je parlais tout à l'heure de ces rapports lumière-température. C'est très important. Je parlais tout à l'heure aussi de cette pression contre nature qu'on donne au cyclamen pendant l'été. Donc, essayez de garder ces bilans de température et lumière. Voilà, vous avez un tableau. Je remis les seuils de température qu'il y avait dans la diapo précédente et je vous ai mis un taux maximal de lumière par température. Okay. Évidemment, des températures plus basses, vous pouvez monter le taux maximal de lumière. Vous avez exprimé en watts mètre carré et vous avez exprimé en lux. Et dans le sens opposé du tableau, vous avez température élevée. Ça, c'est le cas, par exemple, chez nous, dans le sud, on fait juste. 300 watts mètre carré, 25 000 parfois, lux en tant que taux maximal de lumière. Côté nord du France,
de la France, vous avez zone angevine, vous avez la zone Bretagne et d'autres zones, parisienne aussi, excuse-moi, où vous avez un temps intermédiaire de lumière. Vous êtes à 400, 350 mètres carrés, sans souci, parce que les moyennes sont beaucoup plus basses. D'accord? Et pour finir dans la partie lumière, déjà un sujet évoqué pendant quelques tech news, l'importance de diffuser la lumière. Je compare la diffusion de la lumière avec un arrosage, un système d'arrosage qui est homogène aussi. Donc, diffuser la lumière dans une serre, c'est comme avoir un système d'arrosage hyper précis et homogène. C'est la même chose. Probablement, c'est plus important. Hein. Tout ça, c'est pour éviter les stress sur les plantes. Jusque-là, c'est le sujet climatique, lumière et température. On va passer au sujet arrosage. Probablement pour moi, c'est le plus difficile de guider et de quantifier. Alors, j'ai trouvé un site à Internet qui s'appelle Back Pocket Grower. C'est en anglais et en espagnol, mais c'est vraiment bien expliqué parce qu'ils ont décidé de diviser, de partager en 5 niveaux d'humidité. D'accord? Et vous allez voir, ils s'expriment très bien, ils expliquent très bien comment différencier et se retrouver dans ces 5 niveaux d'humidité. Le cyclamen, il n'aime pas du tout ni les conditions de stress hydrique, ni les conditions de saturation ou d'asphyxie. Donc, le conseil, c'est d'arroser jusqu'à 4, niveau 4 d'humidité, laisser sécher jusqu'au niveau 3 et remonter au niveau 4. Ça veut dire que vous êtes dans un système d'arrosage fréquent et avec des petites quantités. Voilà, pour éviter que la plante rentre en dormance, voilà, parce que si on est près de niveau 2 ou 1, la plante, on lui dit, tiens, vas-y, en dormance, donc ce n'est pas le cas. Donc, nos objectifs ne sont pas ceux-là. Soit au niveau 5, quand on a dépassé de niveau 4, on est dans des situations d'asphyxie. Voilà. Si je peux vous donner un petit renseignement par rapport à la fréquence hebdomadaire, parce que bon, par semaine, on travaille normalement les actions d'arrosage par semaine. Zone sud peut arriver à arroser 3 fois par semaine, voire 4 dans les pires des cas, dans des situations de chaleur, dans cette phase d'enracinement. Au nord, 2, voire 3. Hein. Donc, c'est une petite indication de la fréquence d'arrosage. Pour ceux qui peuvent disposer des systèmes d'arrosage avec des rampes, c'est le système idéal. Hein. Pourquoi? Parce que ça vous permet de balayer la zone de culture, utiliser des grosses gouttes. Vous savez que le cyclamen, notamment à la fin de la phase d'enracinement, il commence à couvrir le pot. On peut imaginer qu'on a arrosé avec 1, 2 passages. Parfois, non, on n'a pas bien arrosé. Il y a un jaunissement au bout de quelques jours. Donc, la rampe d'arrosage, c'est probablement l'outil plus efficace et performant pour arroser dans cette période-là. Si vous me permettez, j'ai trouvé chez un horticulteur un système fait maison. C'est une petite vidéo, c'est une petite démonstration où il a été vraiment c'est une astuce dans le système fait maison à la main, semi-automatique, où on voit qu'on peut régler la vitesse et la pression de l'eau et arroser d'une façon très performante. Ce n'est pas des cyclamènes, c'est des ponciciens, mais bon, on est là. Hein. Bon, voilà, je voudrais vous montrer quelles sont les conséquences si jamais on n'arrive pas à gérer le sujet arrosage. Je vais vous montrer 2-3 diapos. La première diapo, une diapo qui est très parlante par elle-même. Vous avez à gauche des pots qui probablement ont déjà été plusieurs fois dans le niveau 5 d'humidité que j'expliquais tout à l'heure. Et à droite, vous avez un pot qui a été plusieurs fois dans des risques de stress hydrique, probablement au niveau 2. Regardez la taille des mottes. Hein, à gauche, le niveau 5, la motte, elle a pris un volume supérieur, mais avec un
avec une quantité de racines inférieure. Donc, voilà. Suite à un desserrage, les pots qui sont dans les côtés, probablement, ils auraient des problèmes jusqu'à la fin de la couture. Voilà, ça c'est une de diapo. La diapo suivante, ça c'est une combinaison de facteurs et des situations peuvent arriver. Bon, si il y a des horticulteurs, c'est souvent comme ça. Un substrat fin, une structure fine, assez poreux, une forte rétention d'eau. Donc, un blocage pour oxygéner les racines. Et on est dans une zone nord, par exemple, où ça peut arriver aussi que dans les mois de mai, juin, il y a des températures, notamment en Bretagne, par exemple, les températures peuvent chuter. Voilà. Donc, l'enracinement ralentit. On imagine qu'on a bien raciné, on dessert et on voit qu'on commence à voir des plantes avec des problèmes de chlorose. Donc, ça, c'est un signe, un symptôme qu'on n'a pas abouti cette phase. On va aller au cas extrême. Par exemple, on est dans une cas de figure en sud, un substrat que à base de tourbe blonde, hyper grossier, drainant, en plus un peu de terre. Hein. Bon, donc voilà comment vous allez retrouver les racines. C'est des racines qui perdent la couleur, moins ramifiées, épaisses, pas des racines fines. Bon, dans ces cas-là, mon conseil, c'est évidemment monter la fréquence d'arrosage, arrêter les engrais, si c'est le cas, et rajouter un sombrage ou un ombrage additionnel afin de protéger toujours les racines. Et pour finir, la phase de l'arrosage, parfois il y a d'autres facteurs d'environnement qui peuvent quand même agir sur la gestion des arrosages. Ça, on dirait qu'ils sont pas importants, mais on rajoute une couche derrière l'autre, ils sont toujours importants. D'abord, c'est le fait de cultiver sur tablette, par terre, béton, tapis. Bon, ça fait que la évaporation, pas la transpiration, la évaporation de la tourbe peut jouer un rôle important. Donc, il va nous changer aussi la fréquence et la dose d'eau. Hein. Ça, je vous ai mis une petite photo. Si vous êtes par terre, il y a des flaques. Bon, simplement, vous trouvez des plaques retournées et vous soulevez le pot et normalement, le problème, c'est résolu. Bon, pot de thermoplastique, ça, c'est une situation classique. Hein, mais à part ça, faites attention parce que certaines marques de pots, ils sont parfois siliconés. Attention, avec les pots siliconés, je sais qu'en France, le culture en pot de terre, il est un peu révélé. Il y a des marques belges, allemandes, de l'Allemagne, portugaises, avec des pots qui sont siliconés et qui sont bien siliconés, mais que c'est une transpiration comme un pot en plastique. Faites attention à ça. Renseignez-vous. Et finalement, il y a tellement de types de pots, il y a tellement de fabricants. Je donne beaucoup d'importance à ça. Ça dépend comment vous allez cultiver, si tablette, si par terre. Il y a des pots qui sont avec le fond soulevé. Ça peut vous éviter d'utiliser les plaques. Ça fait isoler des maladies. Donc, tout ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Voilà. Hein. Bon, on a fait climat, on a fait arrosage. On va passer à la phase de l'engrais. À la phase de l'engrais. Voilà, l'engrais. Tout d'abord, renseignez-vous auprès de vos fournisseurs de substrats si le substrat il a une charge de fond d'engrais. La charge habituelle, c'est 3/4, 1 kg. Cette charge, normalement, ça devrait suffire largement pour la période qu'on a parlé tout à l'heure, de 5 à 8 semaines de culture. L'équilibre habituel de ces BGMX, c'est autour de 12, 13, 14% d'azote. On va se repérer plutôt sur l'azote dans cette phase-là. Normalement, s'il y avait 1 kg et il y a 14% d'azote, on parlerait de 140 mg par litre d'azote dans le substrat disponible
pour 6-7 semaines. Hein? Voilà. Donc, pas nécessaire du tout de fertiliser. Hein? Euh, Qu'est-ce qui se passe si on fertilise? Parce qu'on est pressé, parce qu'on a surveillé pas correctement les températures, parce que les plantes sont en stress, parce que la lumière elle était trop forte. Et souvent, la réaction euh, habituelle, c'est ah bon, on va rajouter de l'engrais. Voilà. Diapo suivante. Des symptômes fréquents qui peuvent montrer qu'il y a un problème d'accumulation d'engrais. Vous avez à gauche des bulbes avec plein de bourgeons qui sont bloqués, très très nombreux, avec des tiges épaisses et de feuilles complètement bloquées. Une perte, il y a un jaunissement, feuilles en forme de coupe, en vert hyper foncé. Et à droite, vous avez une espèce de liège, une brûlure typique. Je pense que tout le monde la connaît. Parfois, tout le monde croit que ce sont des problèmes de trips ou tarsonème. Et non, c'est un problème d'une distorsion complètement à cause de l'excès d'engrais. Et regardez, les deux symptômes, il y a une chose en commun. C'est cette couche d'algues ou mousse vert foncé qui empêche carrément l'entrée et l'échange d'air depuis la partie haut du pot. En fait, c'est un excès d'azote qui s'accumule et qui prend cette couleur-là. Hein. Si ce n'est pas fertilisé exprès, toujours faites attention aux traces d'engrais et d'acide qui peuvent rester dans les tuiles. On va aussi expliquer des situations qui peuvent aussi nous arriver pendant l'été. Tout à l'heure, si vous vous souvenez dans la diapo température, on a parlé de température moyenne de 25 degrés. Cet été dernier chez Morel, on était plusieurs semaines à 27, 28, 29, une semaine à 30 de moyenne de température. Donc, c'est vraiment une température élevée. Là, s'il y a la combinaison de ça, la combinaison d'un excès d'arrosage, la combinaison d'un PGMX hyper chargé, un PGMX avec ammoniacal, vous voyez, 4 situations qui se rejoignent à la fois. Bon, vous avez ces développements excessifs de feuillage et un retard de racinement. Comment éviter ça? Bon, si vous êtes sûr et que votre fournisseur de substrat, au lieu de donner la dose habituelle de PGMix, au lieu de 1 kg, vous lui dites voilà, je voudrais la moitié d'engrais. Voilà la diapo suivante. Une charge basse, demi-kilo. Mais évidemment, cette réserve d'engrais, elle va finir avant de notre délai d'enracinement. Donc, il faut agir et arroser et apporter nous-mêmes l'engrais. Mais pas la dose habituelle. Il s'agit des doses, des petites doses. Ce ne sont pas les doses habituelles de la phase qu'on dit de croissance, parce que c'est des plantes petites, parce qu'on est encore en train de raciner et parce que la plante ne peut pas absorber autant d'engrais. Donc, si vous me permettez, un taux d'engrais pour tout le monde, on peut dire 25-50 ppm d'azote exprimé en nitrate, c'est 100-250 ppm ou milligrammes par litre, c'est la même mesure. Si vous êtes au nord et vous avez des fréquences d'arrosage un peu plus basses, OK, vous pouvez monter à 60, 70, pas plus. OK. Si vous êtes au sud et vous arrosez très fréquemment parce que l'arrosage il est plus fin, restez prudent, descendez à 30, 40. D'accord. Mais évidemment, tout ça, comment on peut vérifier, monitoriser, surveiller que la plante il a le taux d'azote nécessaire. On va aller à la diapo suivante. Et si vous n'avez jamais vu, il y a un outil qui est très pratique, soit en forme de bandelette, soit en forme de stylo, capteur. Les bandelettes sont moins chères, mais les stylos un peu plus chers. Mais nous, on utilise le stylo, notamment parce qu'il est assez précis. Donc, c'est un outil pratique. Tout simplement, à partir de la 3e semaine, pour ceux qui ont utilisé un taux d'engrais un peu plus bas,
faites un prélèvement de substrat. Essayez d'avoir tout simplement 4-5 gouttes. Vous laissez couler les gouttes sur les bandelettes ou sur la petite capsule du capteur et vous allez avoir tout de suite une lecture de nitrate. Si cette lecture de nitrate, c'est la même avec laquelle vous êtes en train d'arroser, et semaine derrière semaine, il n'y a pas une accumulation d'azote, donc vous suivez, vous continuez, restez comme ça, vous allez finir bien la phase d'enracinement. Si par contre, il y a un souci, parce que ni température, ni lumière, ni arrosage, ils ont été dans la bonne conduite, normalement, la racine, elle ne mange pas, elle ne mange plus en fait, et commence à s'accumuler. Bon, passez à l'eau claire, rectifiez vos réglages de lumière, arrosage et température, et probablement, vous allez réactiver l'activité des racines. On a fini la question de l'engrais. On peut dire qu'on a presque fini. Et par rapport au nanifiant, je suis vraiment très strict parce que le travail qu'on fait pour avoir des plantes compactes et faciliter, entre guillemets, la vie des horticulteurs, je me rends compte de plus en plus que l'utilisation de n'importe quel type, n'importe quelle dose de nanifiant, c'est vraiment un problème pour aboutir à une période d'enracinement si importante. Voilà, excusez-moi si je vous ai abîmé le français. Vous savez que je ne suis pas d'origine française, mais bon, je pense que je me suis exprimé et je me fais comprendre suffisamment. Bon, j'ai fini. Guy, je te passe la parole. Je ne sais pas par rapport aux questions, s'il y a des questions depuis nos spectateurs. Oui, merci Joanne et rebonjour aux personnes se sont jointes à la réunion en cours de route. Vous êtes toutes et tous les bienvenus. Donc, Joanne, je pense que dans un premier temps, tout le monde a été très attentif à ce que tu as exprimé, ce que tu nous as dit. Et donc, comme je l'exprimais par messagerie à certains, si vous avez des questions à poser, c'est le moment de nous envoyer des petits messages et nous allons en discuter avec Joanne. Alors ça y est, la première question est arrivée et c'est toujours le plus dur, c'est le démarrage. C'est une excellente question, on vous remercie. C'est que pensez-vous de durcir le feuillage avec du sulfate de magnésium? Ah, ok. Euh, Ça, c'est comme la question du nanifiant. Le sulfate de magnésium, oui, c'est un engrais qui s'utilise pour tenir la croissance pendant les périodes de température, mais pendant la période d'enracinement, il faut décoller. Donc, le sulfate de magnésie, c'est pas un élément conseillé. En tout cas, si vous voulez quand même avoir des infos précises, d'accord, pour utiliser des taux de sulfate de magnésie, il faudrait une analyse d'eau, voir les situations, quelle taille, quelle variété, il me faudrait avoir des infos précises pour vous donner des conseils par rapport à l'utilisation de ce type d'engrais. Mais en général, je déconseille dans cette période d'utilisation parce que ce n'est pas le but. Plutôt pendant la croissance, oui, mais pendant l'enracinement, c'est déconseillé. Alors, Joanne, il y a une précision sur cette question. Cette utilisation du sulfate de magnésium, c'est dans le but de favoriser l'enracinement et de faire travailler les racines tout en ralentissant le feuillage. Non, non. C'est Euh, clair. non. les, les, la partie sulfate du sulfate de magnésium, c'est un élément que la plante n'absorbe pas. Tendance à s'accumuler dans le pot. D'accord. Donc ça fait monter la conductivité. Si on a une montée de conductivité avant qu'on a fini, qu'on a abouti à la phase d'enracinement, ça va nous empêcher de finir la phase d'enracinement. Donc, non, déconseillé. Alors, on a plusieurs autres questions qui nous Allez, arrivent. La première, on reste un peu dans l'engrais. Est-ce que l'osmocote est toujours déconseillé? C'est Ricardo qui nous pose cette question. ouais.
Tout à l'heure, mon collègue, Eric, il a eu la même question et je vais donner la même réponse. Euh, L'utilisation d'osmocote, il peut donner des facilités et de faire facile la culture parce que, bon, tu mets l'osmocote, tu sais quelle dose, tu sais quelle température, tu t'oublies de tout. Mais malheureusement, c'est pas comme ça. Tout au long de la culture, il y a des variations très fortes de température. Donc, c'est à nous de gérer quelles sont les doses d'azote à incorporer ou d'engrais afin de raciner, faire pousser, c'est-à-dire la taille souhaitée, et la phase de floraison, c'est encore une autre phase. On peut en parler dans des prochains webinaires. Mais l'osmocote, c'est lui qui gère, c'est pas l'horticulteur qui gère. Donc, j'ai plutôt tendance à dire c'est déconseillé pour moi. Joanne, petite question pratique. On te voit en tout petit, donc coupe ton diaporama et puis Oui, ce sera plus convivial de te voir en entier. oui, Merci oui, d'accord. au spectateur qui nous a signalé ça. Voilà, on profitera mieux de toi et des cyclamènes derrière. C'est le bon Alors, affichage? C'est le bon affichage, Guy? c'est parfait, D'accord. c'est parfait. Euh, on passe à la question suivante. C'est Jean-Marc qui nous demande si nous avons testé des biostimulants pour contrecarrer des problèmes de fertilisation ou de manque de racines. On a essayé, mais sincèrement, ces types de produits, quand on a des situations de stress, c'est vrai qu'ils peuvent fonctionner, mais je dis toujours, cherchez d'éviter les situations de stress et après, vous allez voir que vous allez faire des économies avec ces types de produits. Donc, si on a évoqué ces webinaires, c'est justement pour que vous soyez précis et que vous gérez au maximum le réglage de tous les facteurs de culture. Donc, si vous faites ça, honnêtement et franchement, pas besoin de produits, excusez-moi, miraculeux ou non. Si je peux compléter ce que tu viens de dire, Oui, Joanne, si vas-y, tu me Guy. permets, on a fait quelques tests, notamment avec des produits qui étaient développés en Hollande. C'était des essais assez conséquents avec différentes variétés et des tests qui ont été répétés chez nous et Oui, chez d'autres obtenteurs en Hollande. je m'en souviens, Euh, oui. à la fin de ces tests, on n'avait pas constaté d'écart significatif ni en masse végétale, ni en volume de racines. Donc, évidemment, ce genre de test mériterait éventuellement d'être refait, mais sur cet essai que nous avions fait, qui avait été suivi de très près avec des comptages de fleurs, des comptages de feuilles, des mesures de diamètre, on n'avait pas vu d'essai de Non, différence particulière. non. J'ai une autre question qui est bien pointue. Euh, si les plantes commencent à se toucher, mais qu'il n'y a pas assez de racines, est-ce qu'on distance, oui, ou on attend encore un peu? Si vous ne pouvez pas faire autrement, il faut distancer. Il faut distancer. Mais suite au desserrage, faites attention à la question de la lumière et faites attention à la question de l'engrais. D'accord? C'est-à-dire, réduisez le taux de lumière et réduisez le taux d'engrais. Ne soyez pas euh, pressé par rapport à l'injection d'engrais parce que vous allez empirer la situation. Et pendant 15 jours, 3 semaines, vous pouvez, grâce à la chaleur en fait, parce que c'est des situations de beaucoup de lumière, des jours longs, lumière, je ne parle pas de lumière de côté stress, lumière, celle qui a besoin de la plante, qui profite en fait de la plante. Pendant 3 semaines, vous pouvez rediriger et récupérer les racines. Donc, euh, attention à la lumière et attention au taux d'engrais. Soyez calme et laissez que la plante, elle seule, reprend le point correct. D'accord. Merci. On a une autre question. Une personne qui voudrait savoir que faire si on ne peut pas rempoter
de suite. Donc là, on est dans une situation pratique. Les jeunes plants arrivent et on est peut-être très, très occupé, soit par la vente, on espère que tout le monde a eu des très bonnes ventes ce printemps, ou encore que des surfaces sont pas forcément disponibles. Est-ce qu'il y aurait des petites astuces pour pallier à ça? Euh, Si vous avez un frigo, il y a l'option de la mise en place dans des frigos avec une température plus ou moins contrôlée. Mais cette situation, il va nous sauver pendant quelques jours, pas plus. Un plant qui a été étiolé dans les plaques et un plant qui a souffert, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point cet stress représente un retard de parfois 1, 2 semaines de racinement. La plante étiolée et rempotée, un stress de lumière et température hyper fort. Donc, euh, l'option du frigo, c'est la seule que je connais si vous n'avez pas d'autres options. C'est la seule. Très bien, je te remercie. Une autre question, on revient un peu sur le domaine de l'engrais. Est-ce que l'utilisation d'un engrais très phosphoré du type 10-52-10 favorise-t-il l'enracinement? Oui, on a fait des essais, on connaît des horticulteurs, notamment au Japon. C'est une technique qui est très utilisée et qu'on sait que ça marche. Euh, mais je me pose comme question, est-ce que tous les horticulteurs ils sont prêts à cibler une recette d'engrais comme celle-là sur les cyclamènes? Pas tout le monde. Pas tout le monde. Donc, il y a un PGMix, c'est un engrais de base qui fonctionne bien. Mais si vous avez un injecteur avec un seau à part et que vous voulez quand même euh, utiliser ce type de recette, ça marche et fonctionne. Mais toujours en faisant un contrôle de nitrate que je parlais tout à l'heure. D'accord? Parce que un excès de phosphore, si ça devient un excès d'azote aussi, ben, en fin de compte, on est mal parce que c'est tout un excès. Et donc, la seule façon de contrôler les excès d'engrais, c'est surveiller l'azote. Donc, utiliser cette façon de surveiller l'excès d'engrais avec l'azote. Donc, vous allez aussi avoir le contrôle de phosphore. Mais ça fonctionne, oui. D'accord. Tu mentionnais la possibilité de faire un petit stockage au frigo. Oui. La question qui arrive de suite, c'est à quelle température et combien de jours pourrait-on laisser les plants dans cette condition un peu particulière? Euh, Jour, pas plus d'une semaine. Et même, je dirais que surveiller si il y a un étiolement progressif dans la chambre dans le frigo. C'est-à-dire que je parlais tout à l'heure entre 5 et 10 degrés. Euh, Admettons qu'à la sortie, si vous êtes dans une zone nord, OK, et vous étiez à 5 pendant le frigo, pendant la phase d'attente du frigo, ça fait trop. C'est une question de combiner tous les facteurs parce que à la sortie, la plante, elle est vraiment comme si elle avait eu un traitement de lanifiant dessus. D'accord? Donc, je pense que la fourchette, c'est 5 degrés, 5, 10 degrés et une semaine maximum. Ça, c'est le seuil de conseil que je peux vous donner. On peut peut-être rajouter aussi que pour la croissance des semis qui démarrent au frigo, l'obscurité totale est requise parce que la moindre petite fuite de lumière fait que les cotylédons vont se diriger tout de suite en Ouais, direction de cette source. Si vous avez ouais. un frigo qui n'est pas complètement étanche, s'il y avait par exemple une ampoule de sécurité ou quelque chose, donc il faut que ce soit un local qui soit dans l'obscurité totale. Voilà. J'ai une question. L'utilisation d'oxyde de calcium en pulvérisation, qu'est-ce que tu peux dire de ça? Je sais que c'est une pratique qui est utilisée sur les poncétias. Et je ne sais pas si c'était fait ou essayé sur cyclamen, mais je n'ai pas d'infos et je n'ai pas d'expérience là-dessus. Non.
Par contre, s'il s'agit d'éviter des carences de calcium, ça tombe bien la question parce que on parle d'enraciner, on parle de protéger, de garder les racines jusqu'au bout. Et si vous avez un taux autour de entre 50 ppm de calcium et 100 ppm de calcium dans l'eau d'arrosage, dans tous les arrosages, et les racines sont bien soignées et vous ne les perdez pas, il n'y a pas de stress, normalement, les besoins de calcium, ils sont largement couverts. Donc, je ne pense pas que ce soit nécessaire de, de rester avec des traitements pareils. Très, très bien. Écoute, nous avons une session de spectateurs extrêmement active puisqu'ils nous ont envoyé pas mal de questions. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui restent un peu en attente? Oui, voilà. Avez-vous un conseil pour un engrais foliaire si besoin à un moment de la culture? Donc, c'est une personne qui est conseillée aussi et qui a cette demande qui lui vient souvent de la part des producteurs qu'il suit. Un engrais foliaire qui serait efficace sur cyclamène. Non. Euh, Encore une fois, si vous gérez le réglage de tous les facteurs de culture qu'on a cités tout à l'heure et vous surveillez les apports d'engrais via racine, pour moi, sauf, OK, une situation de stress exceptionnelle, oui, mais si vous n'avez pas réglé ou trouvé pourquoi il y a eu cette situation de stress, le traitement miraculeux, ça ne va pas vous résoudre le problème. Non. Et l'absorption de l'engrais par les feuilles est, je crois, relativement limitée en matière de cyclamène parce que c'est une feuille un peu coriace quand même. En plus. Très bien, ben nous vous remercions pour ces questions. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. On reste en ligne encore quelques instants. Le temps peut-être de vous dire que si vous pouvez, nous allons vous envoyer un lien pour un petit questionnaire d'évaluation de ce premier webinaire. Si vous voyez des sujets qui nous permettent de nous améliorer et que vous voulez bien prendre 2 minutes pour nous en faire part, on vous en sera extrêmement reconnaissant. Donc, je vais vous envoyer ça de suite. Et si vous avez encore d'autres points Euh, à poser, n'hésitez moi pas. je n'ai pas une question, mais j'ai un commentaire. Je vous envoie le lien déjà. Alors, attendez. Voilà, c'est parti. On t'écoute, Joanne. Oui, tout à l'heure, j'ai montré les symptômes par excès d'engrais lors de l'enracinement. Et rappelez-vous qu'il y avait cette couche d'algues vert foncé qui restait au-dessus du pot. D'accord? Ça, faites attention à ça parce que c'est la sauce idéale et c'est la source de problèmes de trips. OK? Donc, il y a des horticulteurs qui sont dans l'excès d'engrais, dans l'excès d'arrosage, pour faire pousser les plantes, sans se rendre compte qu'il y a cette fragilité racinaire. Et cette situation, c'est l'idéal pour aboutir le cycle de TRIPS. Vous avez des conditions d'humidité et la nymphe, des stades du cycle de TRIPS sont présents là. Et là, c'est bon, c'est le paradis pour les TRIPS. Donc, faites attention à ça parce que c'est un effet indirect des excès d'engrais. Il y a une autre question qui est apparue. Est-ce qu'il y a d'autres interventions qui auront lieu en cours de culture sur d'autres thèmes? Alors d'ores et déjà, oui, il y en aura une en septembre sur Joanne, le sujet, c'est le management de la lumière, c'est ça? Au mois de septembre. Qu'est-ce qu'il y aura d'autres webinaires que nous allons organiser? La réponse est oui. On vous fera passer le lien pour pouvoir vous inscrire à la fin de cette session. Et il y avait un commentaire pour les terreaux, mais est-ce que la personne peut préciser un petit peu quelle est la question précisément?
Probablement une recette. Je ne sais pas. Je ne sais pas te dire là. Si on peut compléter. Après, il faut savoir que si jamais vous n'avez pas posé toutes les questions et que vous souhaitez revenir en détail sur certains points, Joanne est disponible évidemment. Je vais vous mettre son adresse email en copie et vous pouvez le contacter. Il se fait un point d'honneur toujours à vous venir en aide sur tous les sujets du cyclamen. Donc, n'hésitez pas par rapport à ça. Un petit commentaire aussi. Voilà, donc Isabelle vient de me transmettre le lien. Merci Isabelle. Je vais vous le mettre de suite aussi pour tout le monde. Voilà, comme ça vous pourrez vous inscrire. Également, semaine 24, vous savez que les Flower Trials ont lieu de manière digitale. Voilà, la précision, c'est quel type de terreau est recommandé. Donc, par rapport à la composition, j'imagine. Oui, Joanne. oui. J'imaginais que c'était celle-là la question. Bon, euh, la recette idéale pour un cyclamen, c'est de trouver toujours l'équilibre entre la rétention et le drainage. C'est une des plantes qui est plus exigeante par rapport aux recettes d'engrais. Donc, si on est dans le côté drainant et on parle de tourbe et on parle de fraction, on peut dire que pour un pot de 14, on parlait d'une fraction 10-30, par exemple, une fraction grosse, plus ou moins grosse, et on peut parler autour de 40-50% de cette partie-là, de ce pourcentage de tourbe blond, de fraction 10-30. Après, il peut y avoir une fraction plus petite, pourquoi pas, mais il faut trouver toujours le bon équilibre. Donc, on irait à 20% d'une fraction 0,10 au 5,10, un peu plus fine. Hein. Ça dépend des fournisseurs. Suite à ça, ce sont des fractions grosses qui peuvent permettre le drainage. On parlait quels sont les éléments à rajouter, euh, comme la tourbe noire ou brune ou bien l'argile, pour donner le point précis de rétention d'eau. Rappelez-vous qu'un substrat avec une capacité tampon pour éviter soit les excès, soit les manques d'eau, donc cette proportion de tourbe brune ou noire pourrait aller entre 15 et 20%. On est presque à 80-90%. Donc, après, on peut rajouter perlite, hein, autour de 10, et la reste, l'argile, autour de 20 kilos. La moyenne, c'est 20 kilos d'argile. Si c'est possible, bien fine, au maximum de fine, parce que agit mieux sur la rétention d'eau et sur les changements d'éléments nutritifs. Donc, en bref, on aurait cette recette idéale pour les cigarettes. Pour prolonger cette question du terreau, Joanne, Oui, notamment dans le sud, il y a pas mal de producteurs qui vendent à des paysagistes qui eux-mêmes vont faire des plantations de cyclamen. oui. Est-ce qu'il y a des recommandations particulières à faire en matière de terreau pour la culture qui sera après mise en massif, notamment dans des villes ou dans des massifs d'hôtels Euh, particuliers? Par rapport à la recette, non, je ne peux pas vous donner un conseil précis par rapport à l'utilisation de cyclamen dans les massifs. Plutôt la forme du pot, un pot si plutôt long. Vous savez que les fournisseurs de pots, ils peuvent parler de 5-8 degrés. Donc, plutôt, nous, on nous conseille d'avoir un plutôt 8 degrés, donc un pot plutôt cylindrique et certainement profond, hein, pour que les racines puissent se, se, se raciner tout de suite au terrain. Et suite à ça, ben, encore une fois, des belles racines jusqu'au bout.
Si vous avez des belles racines, vos clients qui mettent des plantes sur les massifs, il va raciner tout de suite. Il va retrouver soit l'eau, soit les éléments euh, pour donner des résultats jusqu'au bout. Voilà. Parfait. Ce que j'avais commencé à évoquer, c'était le fait qu'il y aurait des essais. C'est pas des essais, mais c'est un showroom qui aura lieu chez Van Zanten en lieu et place des Flower Trials. Par contre, si vous avez la possibilité de voyager en Hollande et que vous souhaitez y rencontrer nos techniciens là-bas sur place, donc Eric et Johan, c'est possible. Par contre, et il faut, compte tenu des mesures de distanciation et de restriction Covid, prendre un rendez-vous avant. C'est sur rendez-vous uniquement. C'est pas des portes ouvertes comme on a l'habitude de les connaître en semaine 24. Et j'imagine que tout le monde n'a qu'une envie, c'est de pouvoir retrouver des moments pour se rencontrer à nouveau et partager des discussions techniques, mais aussi partager le plaisir de se retrouver. Je crois qu'on a épuisé pas mal de questions. Donc, on vous remercie vivement de votre intérêt et de votre dynamisme et d'avoir rejoint cette première session. Joanne, je vais te laisser conclure. Oui, merci Guy. Merci, merci. Bon, pour finir, ça a été cité tout à l'heure par rapport au prochain webinaire. On va organiser la première semaine de septembre un webinaire. Le titre, c'était le réglage de lumière, une piège importante. Bon, normalement, les horticulteurs, ils ont tendance à enlever le blanc et changer les réglages de lumière. Et il fait encore chaud. Les plantes sont dans un moment de stress important, probablement le plus important, parce que c'est des grosses plantes, il fait chaud. Donc, voilà. Parfois, on prend des décisions qui ne sont pas correctes. Donc, on va expliquer comment dérouler ça. Et aussi pour les horticulteurs du Nord, comment gérer l'humidité pour éviter les problèmes de bronchitis. Il y en a deux. Hein. Et une combinaison des deux, c'est des sujets. Probablement, celui de l'humidité, c'est plutôt pour ceux qui sont du Nord. Hein. Et finalement, c'était aussi évoqué tout à l'heure, il y a une enquête de satisfaction suite à notre culture. Si vous êtes sans plein et vous voulez, ça prend que 2 petites minutes de remplir cette enquête qui peut nous aider à améliorer notre travail. De mon côté, merci voilà, à la prochaine, au prochain webinaire. Merci à tous. Portez-vous bien et restez en bonne santé. Merci.